Donc, nous abordons le dossier numéro 4 de cette deuxième conférence de gynécologie obstétrique. Donc, je l'avais intitulé « Une patiente de 59 ans présente des métrorragies évoluant depuis quelques mois ». Donc là, je pense que vraiment, vous devez tout de suite penser au diagnostic. Donc, question 1, justement, je vous posais la question « Quelle est votre hypothèse diagnostique justifiée ?» Bon, je pense que vous y avez tous pensé, c'est bulbaire, hein. Métrorragie post-ménopausique égale cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est ce qu'il fallait évoquer. Je vous demandais aussi d'argumenter un petit peu. On retrouve dans cette observation les facteurs de risque qui sont suivants, l'obésité et la ménopause tardive. Quels sont les autres facteurs de risque de cancer de l'endomètre? Alors, les principaux facteurs de risque de cancer de l'endomètre à connaître sont le diabète, la prise de tamoxifène, les causes génétiques avec le syndrome de Lynch, dont on avait parlé, et l'hyperostrogénie, dont fait partie la puberté précoce, la ménopause tardive et puis aussi l'obésité. Question 2, je vous demandais comment est-ce que vous complétez votre examen clinique et qu'est-ce que vous recherchez. Donc, n'oubliez pas, réflexe, quand on vous demande examen clinique, vous devez séparer votre réponse en d'une part interrogatoire, d'autre part examen physique. Donc là, je vous demandais l'examen clinique, donc vous devez répondre. Un interrogatoire, on va rechercher des antécédents familiaux de cancer et donc vous allez rechercher des cancers, surtout ceux qui pourraient vous orienter vers un syndrome de Lynch. À l'examen physique, maintenant vous allez faire un examen physique général avec l'état général, le poids, la pression artérielle, etc. À la palpation abdominale, vous allez rechercher une masse abdominale douloureuse. À l'examen au spéculum, vous allez objectiver les métrorragies, les saignements génitaux et voir d'où est-ce qu'ils viennent. Donc si jamais ils viennent de l'endocole, vous allez parler de métrorragie et vous caractériserez leur origine, leur aspect et leur abondance. Vous ferez un toucher vaginal à recherche d'une masse utérine pour voir un petit peu la taille de cette masse et éventuellement si jamais il y a un envahissement loco-régional des structures adjacentes. L'examen des seins, n'oubliez pas, est systématique. Qu'est-ce qui peut orienter vers un syndrome de Lynch? Alors, ce qui peut orienter vers un syndrome de Lynch, c'est le syndrome HNPCC. C'est d'une part un cancer de l'endomètre qui surviendrait avant 50 ans chez la patiente. Là, vous évoquez un syndrome de Lynch. Vous devez aussi évoquer un syndrome de Lynch si jamais, chez un apparenté au premier degré, pour la patiente, il y a eu un cancer qui appartient au spectre du syndrome de Lynch. Le spectre du syndrome de Lynch regroupe les cancers. Alors, du point de vue gynécologique, vous avez endomètre et ovaire. Vous avez aussi les cancers urodéliaux. Et du point de vue digestif, vous avez les cancers, si on prend le côlon, vous remontez le grêle, l'estomac et les voies biliaires. Voilà, donc si jamais vous avez un de ces cancers que je vous ai cité chez un apparenté au premier degré, vous devez évoquer un syndrome de Lynch. Ou si jamais la patiente fait un cancer de l'endomètre avant 50 ans. Question 3, je vous demandais comment confirmer votre hypothèse. N'oubliez pas, tout diagnostic de cancer se fait de façon formelle à l'examen anatomopathologique. Donc là, il faut une preuve anatomopathologique, donc vous allez proposer à la patiente une biopsie d'endomètre. Comment est-ce que vous faites une biopsie d'endomètre? La plupart du temps, on la dirige sous contrôle lors d'une hystéroscopie. C'est-à-dire que vous introduisez une petite caméra dans l'utérus et vous allez, sous contrôle à vue, regarder dans cette cavité où est-ce qu'il y a des choses bourgeonnantes, un petit peu anormales, suspectes, que vous allez prélever et envoyer au laboratoire. Si jamais vous avez à votre disposition une pipelle de Cornier, rien ne vous empêche au laboratoire, au cabinet, pendant l'examen gynécologique, ça fait pas mal, de faire un prélèvement avec cette pipelle et de l'envoyer en anapathe pour examen. Qu'est-ce qu'une pipelle de Cornier? Alors, la pipelle de Cornier, si vous n'êtes pas passé en gynéco, c'est que vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Il faut imaginer un petit tube en plastique, long comme ça à peu près, transparent, qui doit faire quelques millimètres d'épaisseur, donc creux en son centre, avec une extrémité avec un petit trou sur le côté, et de l'autre côté, une petite tige. Et en fait, quand vous tirez sur la tige, ça va créer une dépression dans la pipelle.
Et si jamais vous introduisez cette petite pipelle dans l'utérus de la patiente, vous tirez sur la tige, ça va entraîner une dépression et vous allez gratter comme ça et en fait les sécrétions l'endomètre, les cellules endométriales vont rentrer par le petit tube, être aspirées et venir se retrouver dans tout le tube. Donc vous introduisez dans l'utérus, vous tirez, vous grattez comme ça, vous tirez tout et vous allez avoir en fait accumulé du matériel d'origine endométriale que vous allez pouvoir adresser en anapathe. Voilà, donc c'est ça la pipelle de Cornier et c'est ce qu'on fait aux urgences si jamais il y a une patiente qui vient avec une suspicion de cancer de l'endomètre ou au cabinet vous pouvez le faire. Ça permet de gagner du temps en fait, le temps de proposer l'hystéroscopie, d'avoir une place, de voir l'anesthésiste, etc. Question 4, quel bilan d'extension prescrivez-vous? Alors, vous demandez une échographie pelvienne, suspubienne et endovaginale, c'est l'examen de première intention à réaliser et c'est ce qui vous permet de rechercher une hypertrophie de l'endomètre. Ça veut dire un endomètre chez une femme ménopausée qui fait plus de 5 mm. Là, c'est suspect. L'IRM pelvienne aussi est l'examen réalisé en première intention. N'oubliez pas l'IRM pelvienne. En gynécologie, permet de mieux apprécier les organes puisqu'on est par rapport au scanner, puisqu'on n'est pas limité par le bassin osseux. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la conférence. Il faut que vous demandiez une IRM pelvienne avec une extension au niveau des aires ganglionnaires lombo-aortiques pour essayer d'évaluer si jamais il n'y a pas des adénopathies. Le scanner abdominopelvien, lui, ne sera réalisé que si jamais il y a une contre-indication à l'IRM, pacemaker par exemple, un corps étranger intraoculaire ou autre contre-indication à l'IRM, donc à savoir l'imagerie thoracique et l'exploration hépatique ne seront réalisées que si jamais vous avez une suspicion d'extension régionale, c'est un stade 3 ou un stade 4 de la classification FIGO du cancer de l'endomètre, classification FIGO 2009. Si jamais il y a un type 2 histologique, ou si jamais il y a eu des lésions que vous avez identifiées sur un TEP scan. Le TEP scan, lui, je ne vous l'ai pas dit, mais il peut être discuté lui aussi si jamais vous avez une suspicion d'extension loco-régionale, donc FIGO 3 ou FIGO 4. Le dosage du CA125 peut être proposé si jamais vous avez aussi un stade 3 ou un stade 4, une atteinte ovarienne ou un type 2 histologique, mais il n'est pas fait de façon systématique. Et puis n'oubliez pas non plus de prescrire le bilan d'opérabilité. Dans la question 5, je vous disais que donc l'ensemble du bilan conclut un adénocarcinome endométrioïde de grade 1. Donc adénocarcinome endométrioïde, c'est le type 1 histologique, qui est limité au corps de l'utérus et qui envahit 60% du biomètre sans atteinte ganglionnaire décelable. Donc je me demandais quel était le stade FIGO, quel était le pronostic. Donc là, il s'agit d'un stade 1B de la classification FIGO 2009, que vous devez connaître, et ça, c'est 80% de survie à 5 ans à peu près. Pouvez-vous rappeler les stades de la classification FIGO du cancer de l'endomètre? Alors, oui, je peux le faire, vous devez la connaître, puisque dans l'énoncé, c'est savoir diagnostiquer donc, un cancer de l'endomètre pour le CN. Attention, dans pas mal de bouquins, vous avez la vieille classification qui traîne. C'est celle de 2009 qu'il faut connaître. Donc, je vous l'ai reporté ici. Donc, classification FIGO. FIGO, ça veut dire Fédération internationale de gynécologie obstétrique. Vous avez stade 1, c'est ce qui est limité à l'utérus, comme ceci. Stade 2, c'est quand ça envahit le stroma cervical. Stade 3, c'est quand il y a une extension loco-régionale. Et stade 4, c'est quand il y a atteinte de la muqueuse vésicale et ou intestinale et ou à distance. Alors, ce qui a changé en 2009, c'est ça, à ce niveau-là. C'est avant, il y avait 1, A, B, C. Maintenant, on parle de 1A quand il y a envahissement de moins de 50% du myomètre et 1B quand il y a envahissement de plus de 50% du myomètre. Alors qu'avant, on parlait de 1A quand il n'y avait pas d'envahissement de l'endomètre, 1B quand il n'y avait pas d'envahissement du myomètre, 1B quand il y avait envahissement du myomètre mais moins de 50%, et 1C quand il y avait envahissement du myomètre mais plus de 50%. C'est-à-dire que le stade 1C est devenu 1B, que le stade 1B est devenu 1A, et que en fait, le nouveau stade 1A regroupe l'ancien 1B et 1A. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais bon, c'est ça qu'il faut connaître. Et vous tapez FIGO 2009 endomètre sur Google et vous trouvez ça.
Envahissant le stroma cervical, là aussi ça a été un petit peu modifié, puisque maintenant on ne parle plus juste des glandes, il faut vraiment que ça envahisse le stroma cervical pour parler de type 2. Le stade 3, ça n'a pas changé, on parle d'extension leucorégionale. A, c'est quand il y a une atteinte de la séreuse ou des annexes. B, c'est quand il y a une atteinte du vagin ou des paramètres. On avait vu ce que c'était que les paramètres, ce sont les tissus cellulaires qui sont de part et d'autre de l'utérus, là où passe les urtères, entre autres. Stade C, c'est quand il y a des ganglions lymphatiques régionaux qui sont envahis, et vous parlerez de 3C1 quand il y aura des ganglions pelviens envahis, et de 3C2 quand ce sont les ganglions para-aortiques qui sont envahis, qu'il y ait ou non envahissement des ganglions pelviens. Le stade 4 n'a pas évolué, c'est quand il y a atteinte de la muqueuse vésicale et ou intestinale et ou à distance. A, c'est la muqueuse vésicale et ou intestinale. B, c'est quand il y a des métastases à distance, qui incluent les métastases intra-abdominales et ou les ganglions inguinaux. Donc vraiment, j'insiste, c'est pas facile pour se le rentrer dans la tête, mais c'est primordial de le savoir et surtout, veillez à avoir la bonne classification dans votre livre. Donc c'est la classification 2009. Question 6. Que proposez-vous comme principe de prise en charge pour cette patiente ? Je vous ai demandé les principes de prise en charge, puisqu'il ne faut pas connaître en détail le traitement du cancer de l'endomètre, en tout cas pour l'examen classant national. Donc, en fait, il faut marquer tout ce qui est prise en charge d'un cancer, c'est-à-dire l'annonce du diagnostic par un médecin référent, c'est l'encadrement, le soutien psychologique, c'est la prise en charge à 100%, ce sont les réunions de concertation pluridisciplinaires pour décider des prises en charge, c'est le soutien social où je ne vous ai pas dit, et puis pour le cancer de l'endomètre, je vous l'ai mis là parce que c'est le traitement chirurgical qui est le traitement de référence. Je ne vous ai pas coté quel type de traitement chirurgical. C'est une hystérectomie totale avec salpingo-variectomie bilatérale. Et puis une curithérapie post-opératoire, mais je ne l'avais pas coté parce que pour moi, ce n'est pas forcément à savoir pour le CN. Quelles sont les indications de la curithérapie post-opératoire ? Alors, donc c'est pas à connaître pour l'internat, mais pour le CN, je peux vous le dire. Pour les stades 2, 3, 4, on le proposera souvent, ça sera discuté en RCP. Donc ça, vous retenez 2, 3, 4, vous mettez toujours dans votre réponse curithérapie à discuter en RCP. Pour les stades 1A, donc ça veut dire que c'est une tumeur qui est limitée à l'utérus et qui envahit moins de 50% du myomètre, et quand il y a un grade 1 ou 2, d'accord, pour un carcinome endométrioïde, dans ce cas-là, vous proposez une curithérapie si jamais il y a un envahissement du myomètre. Pour les stades 1A, grade 3 pour le carcinome endométrioïde, et 1B grade 1-2, dans ce cas-là, oui, vous proposez la curithérapie. Et pour les stades 1B, 3, grade 3, vous proposez la curithérapie vaginale de surimpression, elle peut être discutée. Donc voilà, et pour les stades 1 et pour les types 2 histologiques, ça peut être discuté en RCP à chaque fois. Vous voyez, il y a plein de sous-stadifications pour discuter de la prise en charge. Donc à mon avis, vous mettez tout le temps curithérapie à discuter en RCP et vous aurez pas faux. Si jamais vous voulez vraiment savoir de façon un petit peu simple et résumée quelle est la prise en charge chirurgicale du cancer endomètre, je vous invite vivement à lire les recommandations récentes que l'HAS et l'INCAR ont émises, où vraiment il y a ces 3-4 pages très très bien fait, où ça vous résume tout ça.